Bonjour à tous. Là, je vais essayer de vous expliciter en quelques mots la leçon du chapitre 3 sur la gouvernance économique mondiale. Cette leçon débute en 44 pour les terminales et le S, et la séance numéro 1 ne concerne pas les S, mais il est quand même important de bien comprendre le mécanisme qui se met en place. Alors, tout débute en 44 avec la mise en place d'une conférence, la conférence dite de Bretton Woods, qui va permettre une stabilisation des monnaies. On va créer dans le cadre de l'ONU aussi, puisqu'il y a toute une réorganisation après la guerre, le Fonds monétaire international, une banque internationale qui s'appelait la BIRD, qui devait permettre un développement et une reconstruction plus facile, et qu'aujourd'hui on appelle la Banque mondiale, qui sont créées à ce moment-là, et qui jouent encore un rôle important aujourd'hui. Vous avez un schéma explicatif ici. Autre point important aussi, dès cette époque-là, on essaye de mettre fin au protectionnisme qui avait été mis en place après la crise de 1929, et on essaye de mettre en place toute une série d'accords pour essayer de faire baisser les tarifs douaniers, mais tout ça est très long, ça s'appelle le GATT, et va mettre énormément de temps à se mettre en place. Les Américains sont véritablement la puissance dominante en 1945, et c'est eux qui vont réorganiser le système monétaire international, le système dit Bretton Woods. Le dollar est la seule monnaie qui est convertible en or, et les autres monnaies sont fixes par rapport au dollar. Les Américains mettent en place aussi un plan Marshall, un vaste plan d'aide pour permettre la reconstruction de l'Europe, qui vont devenir potentiellement des clients des produits américains juste après la guerre. Le système de Bretton Woods fonctionne plutôt bien, puisqu'il y a une stabilité financière, les monnaies les investisseurs ont confiance dans les monnaies internationales, et ça permet ces 30 glorieuses qui vont toucher le monde occidental et le Japon. Les pays décolonisés, eux, se sentent un petit peu à l'écart et essayent de s'organiser autour d'un G77. À partir de la séance suivante, c'est le début du cours pour les S, et c'est la suite pour les LES, c'est la rupture 71-75. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique a un coût financier considérable pour pouvoir financer la guerre, notamment la guerre du Vietnam, et puis le déficit commercial américain s'accentue, ce qui fait que ce système monétaire qui avait été mis en place en 1944 ne fonctionne plus. Et le président Nixon décide de mettre fin à la convertibilité du dollar en or à partir de 71, et ça va créer une certaine instabilité financière, et du coup à partir de ce moment-là les monnaies fluctuent les unes par rapport aux autres, mais ça crée une incertitude, une insécurité monétaire. C'est l'époque aussi du début de la crise économique en Occident, et les chocs pétroliers successifs en 73 et 79 ne vont rien arranger. Alors les grandes puissances, les grands pays industrialisés vont tenter d'apporter des réponses à cette crise. C'est la création notamment en 1975 du G6, donc les 6 principales puissances économiques de l'époque et industrielles, plus l'année suivante le Canada, d'où le nom de G7. Les résultats sont plutôt médiocres, et les pays émergents sont assez méfiants vis-à-vis de ces programmes proposés par les grands pays riches. De plus, au début des années 80, fin des années 70 et début des années 80, c'est vraiment l'arrivée de ce qu'on va appeler le néolibéralisme, donc le triomphe du néolibéralisme. Et ce néolibéralisme, il est impacté, il est créé par le Royaume-Uni et les États-Unis, qui vont donc essayer de déréguler l'économie mondiale, faire baisser les impôts, et permettre aussi le développement de ces grandes firmes transnationales. C'est le début de ce qu'on a appelé la mondialisation libérale, que l'on a vu en géographie. Dans la dernière séance, c'est-à-dire depuis 91, là c'est une rupture. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de pays communistes qui s'effondrent et qui vont adhérer au commerce international à partir de ce moment-là, d'où la création d'une organisation mondiale du commerce. On crée aussi des zones de libre-échange comme l'ALENA, comme l'Union européenne, pour faciliter les échanges à l'échelle internationale. Et les grandes FTN, elles, s'organisent autour d'un forum économique mondial dit de Davos, une petite station balnéaire en Suisse, pour essayer justement de défendre les intérêts des grandes firmes transnationales. Toutefois, depuis le milieu des années 2000, et notamment la crise financière de 2007-2008, il y a un krach boursier majeur qui va poser un certain nombre de défis considérables. On va essayer d'apporter des réponses à travers le G8, mais aussi la création d'un G20 qui avait été un petit peu créé précédemment, c'est-à-dire un certain nombre de pays supplémentaires, notamment des pays émergents, pour essayer d'apporter des réponses à cette crise financière qui est devenue aussi une crise économique. On a toute une série de contestations qui se multiplient à travers des
des organisations non gouvernementales aussi qui se méfient aussi de tous ces excès de la mondialisation libérale, hein, qui va entraîner la banqueroute d'un certain nombre de banques comme la banque Lehman Brothers. Depuis le début des années 2010, eh bien, peut-être c'est la fin de l'âge d'or de la mondialisation libérale, du néolibéralisme, avec aussi des inquiétudes autour de l'environnement et l'impact que le néolibéralisme a sur l'environnement. On a aussi un retour partiel à une forme de protectionnisme avec la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Et enfin, pour finir, eh bien, effectivement, cette crise sanitaire qui va générer une crise économique dans les semaines et dans les mois à venir considérable. Est-ce que les États, les organisations internationales vont être capables d'apporter des réponses collectives? Est-ce qu'il va y avoir une gouvernance, disons, à l'échelle continentale? C'est toute la question, et là, je ne serais pas capable de vous répondre. Vous avez ensuite donc, des caricatures d'un caricaturiste qui s'appelle Chapat. C'est l'étape 2, hein. Vous essayez de comprendre les différentes caricatures qui portent sur différentes parties du cours. Et puis, pour finir, un petit planisphère où vous essayez de replacer les éléments dont je viens de vous parler dans le cours, qui sont dans la légende, sur la carte.